Alors, on enregistre le webinaire pour ceux qui souhaiteraient le revoir, ceux qui souhaiteraient le diffuser auprès de leurs collègues et collaborateurs. Et donc, on va débuter ce webinaire comme Charlotte vient d'indiquer. Avant de débuter celui-ci, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se présenter à vous pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore. Donc, je suis Charlotte Lenel, je suis directrice associée de Meditup. Et donc, je suis Ronan Lequéré, je suis directeur associé de Meditup. N'hésitez pas à couper vos micros pour ceux qui les ont d'activer pour qu'on puisse éviter les bruits parasites au cours de cette session. Donc, on va tout de suite commencer un petit peu par un contexte sur l'éducation thérapeutique du patient pour bien comprendre ce que c'est et qu'on soit aligné sur cette définition pour toute la suite du webinaire. Donc, l'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. C'est la définition de la HAS qui a été du coup définie en 2007. Et ce qu'elle indique, c'est que l'ETP fait partie intégrante de la façon et de façon permanente de la prise en charge du patient. On parle ici du coup de maladie chronique, mais du coup, combien de malades peut-on viser potentiellement avec un programme d'ETP ? Sachant que une proposition d'ETP doit être présentée à toute personne, enfant et ses parents, adolescents, adultes, ayant une maladie chronique, on peut se dire qu'il y a environ du coup plus de 20 millions de personnes potentiellement touchées par des programmes d'éducation thérapeutique. Bien évidemment, si vous vous lancez dans un programme, vous n'allez pas toucher ces 20 millions de personnes. Ça va être vraiment dépendant de la maladie chronique et des malades chroniques que vous souhaitez que le programme de TP va viser. Si par exemple, on parle de diabète, on va être sur 3,5 millions de personnes. Si on parle d'AVC, ça va être 500 à 1000 personnes. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du sujet du programme de TP. Donc, les objectifs de ce programme, ils sont doubles. D'un côté, l'acquisition de compétences d'auto-soin. Donc, on parle ici, par exemple, de soulager les symptômes, prendre en compte les résultats d'une autosurveillance, savoir lire des automesures, adapter des doses de médicaments ou initier un autotraitement. On va aussi parler de tout ce qui va être la réalisation des gestes techniques de soins, la mise en œuvre et la modification de son mode de vie, que ce soit l'équilibre diététique, que ce soit un programme d'activité physique, par exemple. Donc, tous ces points-là sont considérés dans l'acquisition des compétences d'auto-soin. Et de l'autre côté, on va avoir l'acquisition de compétences d'adaptation. Donc là, on est plus sur le profil de la personne avec le fait de se connaître soi-même, avoir confiance en soi, savoir gérer ses émotions, s'observer, s'évaluer, se renforcer. On est plutôt sur du développement personnel, entre guillemets, lié à sa maladie chronique. Et donc, l'ETP doit vraiment accompagner les patients dans le développement de ces deux pans de sa personnalité. En chiffres, alors, c'est compliqué, puisqu'il n'y a pas de chiffres nationaux concernant le nombre de programmes d'éducation thérapeutique qu'il existe en France. Chaque ARS fait un listing du nombre de programmes. On en a mis quelques-uns ici. Par exemple, en Loire-Atlantique, ils proposent 267 programmes avec comme sujet les addictions, l'allergie, l'AVC, le diabète, l'épilepsie, l'hémophilie. Donc, on est vraiment sur les maladies chroniques. En Île-de-France, on a beaucoup de programmes. On est allé voir plusieurs ARS. Pour nous, l'Île-de-France, c'est celui qui propose le plus de programmes actuellement de TP, avec 770 programmes proposés. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que l'ARS donne également un chiffre concernant le secteur hospitalier versus ambulatoire. Et on voit du coup que 87% des programmes de TP sont portés et proposés dans le secteur hospitalier et 13% en ambulatoire. Donc, on voit encore que le secteur hospitalier développe le plus largement ce type de programme, qu'il est également beaucoup plus proposé et accompagné qu'en ambulatoire. Les sujets, on reste identiques, toujours, on va dire que pratiquement toutes les maladies chroniques sont couvertes. Donc, on est également sur le diabète, la maladie rare. Et puis, pour citer d'autres chiffres, par exemple, en Grand Est, on est à 349 programmes. Mais il faut savoir que l'ARS, en 2021, a décidé de développer considérablement le nombre de programmes. Et du coup, sur cette région Grand Est, on voit une évolution vraiment très forte du nombre de programmes proposés. Et ensuite, on a des régions où il y en a beaucoup moins, comme le Centre Val-de-Loire avec seulement 120 programmes de TP, ou les Hauts-de-France avec 458. Donc, ça dépend vraiment de la région. Donc, c'est intéressant de vraiment aussi se focaliser là-dessus et voir à quel
point l'ARS est porteur et derrière et pousse ces projets-là pour voir si le nombre de programmes se développe en fonction de la région. C'est vrai que les ARS aujourd'hui développent notamment dans les programmes régionaux de santé énormément l'éducation thérapeutique et qu'ils cherchent à mettre en œuvre ce type de programme à destination des patients. Alors, quels sont les intérêts pour vous, industriels de santé ? Aujourd'hui, on va quand même rappeler aussi le contexte réglementaire qui est celui de la loi HPST de 2009, qui fait que vous n'avez aucun droit d'entrer en contact avec un malade et avec son entourage dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique. Et d'autre part, vous ne pouvez pas non plus élaborer ni mettre en œuvre ces programmes d'éducation thérapeutique. Donc, ce qui fait que ce webinaire pourrait paraître pas du tout opportun pour vous, puisque vous n'avez aucun droit sur ces programmes d'éducation thérapeutique. Cependant, vous pouvez tout à fait financer ces programmes d'éducation thérapeutique. Et là, vous allez vous dire, OK, mais quel est l'intérêt pour nous de financer ce type de programme si jamais on ne peut pas du tout rentrer en contact avec les patients ? C'est quelque chose qui est rappelé dans le rapport JACA. Ce sont d'ailleurs, j'ai oublié de le citer, les articles 1161, L1161 et suivants du Code de santé publique qui rappellent et qui précisent les modalités de mise en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique. Mais vous avez tout de même des opportunités via justement le financement de ce type de programmes qui seront conçus par des professionnels de santé et par des représentants des usagers, s'entendre des représentants d'associations agréées qui vont vous permettre d'être au cœur de l'écosystème et qui vont vous permettre justement d'acquérir des connaissances, d'acquérir des informations et de pouvoir rentrer en contact avec cet écosystème. Donc, si on fait véritablement un bilan autour de vous et qu'on fait l'état des lieux de ce que le financement d'un programme d'éducation thérapeutique du patient peut vous apporter, c'est véritablement de vous mettre au cœur de cet écosystème. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec l'ensemble des médecins prescripteurs de ce type de dispositif qui vont vous apporter des informations sur leurs pratiques quotidiennes auprès de la population de patients et auprès des aidants. Et donc, vous allez pouvoir collecter des informations sur leurs pratiques et ça va vous permettre de vous rapprocher de ces populations-là. Mais ce ne sont pas les seuls acteurs impliqués dans les programmes d'éducation thérapeutique des patients, puisque aujourd'hui, il est indiqué que pour mettre en œuvre un programme d'ETP, il faut non seulement avoir un médecin qui va être parmi les coordinateurs, mais il va aussi y avoir d'autres professionnels de santé. Et la législation précise qu'on doit avoir au moins 2 professionnels de santé, 2 professions différentes dans la mise en œuvre d'un programme ETP. Et donc, ça va vous permettre d'entrer en relation et en contact avec l'ensemble des professionnels de santé qui sont impliqués dans la prise en charge des patients et de comprendre justement mieux ce parcours de soins, à quel moment est-ce qu'il peut y avoir des interrogations, des doutes, des problématiques emblématiques qui sont soulevées par les patients, puisque l'ambition d'un programme d'éducation thérapeutique, ça va véritablement être justement d'apporter de l'information précise aux patients, aux aidants sur comment gérer ces thématiques de vie qui sont très importantes dans leur parcours de soins. Et si vous ne pouvez pas rentrer en relation directement avec les patients, vous allez pouvoir être au contact des représentants des usagers. Et donc, encore une fois, soit des patients experts, soit des représentants d'associations de patients, elles-mêmes agréées, qui eux aussi vont vous restituer les informations concernant le vécu de la maladie par ces patients, mais aussi le vécu concernant leur prise en charge, les traitements qu'ils prennent, les difficultés à prendre en charge ces différents traitements, que ce soit des traitements médicamenteux, que ce soit l'utilisation de dispositifs médicaux ou même que ce soit d'ailleurs leur prise en charge globale. Et d'ailleurs, peut-être un petit point de focus, c'est qu'aujourd'hui, la loi HPST et le Code de santé publique distinguent des programmes d'éducation thérapeutique des programmes d'apprentissage, les programmes d'apprentissage visant à apprendre les gestes techniques justement sur comment utiliser un traitement, par exemple un inhalateur, ou alors un objet, un objet connecté, ou alors un dispositif médical, ou alors cette prise en charge. L'intérêt, encore une fois, et on revient sur ce que Charlotte évoquait précédemment, c'est qu'on cherche à développer des compétences d'auto-soin, donc qui sont véritablement centrées sur la prise en charge de son traitement, des compétences d'adaptation qui sont sur comment est-ce que ma maladie va impacter mon cadre de vie et comment est-ce que justement je vais devoir m'adapter. Et donc, on va parler aussi potentiellement de règles hygiéno-diététiques qui sont des éléments importants d'une meilleure observance. On l'a peu évoqué, mais on va revenir dessus juste maintenant. C'est qu'aujourd'hui, et je suis sûr, c'est encadré en bas à gauche, c'est que
l'ambition d'un programme d'éducation thérapeutique, c'est aussi d'améliorer l'observance. Et c'est là où vous avez un intérêt particulier, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, je vais faire une cote un peu mal taillée, mais dans l'ensemble, 50% des patients sont observants, ce qui signifie que 50% ne sont pas observants. Et donc, il y a un intérêt à pouvoir travailler sur cette observance. Je ne peux plus couper ces deux micros. Je suis désolé, on joue un peu nos dictateurs, mais je vais couper deux micros qui sont ouverts. Donc, ça va vous permettre justement de travailler sur l'amélioration de l'observance, alors de vos traitements, mais les programmes d'éducation thérapeutique, dans l'ensemble, visent à améliorer l'observance globale, donc non seulement des traitements, mais aussi des règles et des comportements hygiéno-diététiques. Ça va vous permettre aussi d'améliorer et de renforcer votre image auprès des professionnels de santé. On sait véritablement que c'est une problématique de tous les jours que de savoir comment mieux travailler avec les professionnels de santé, comment leur apporter des contenus qui soient des contenus pertinents, comment faire qu'ils vous voient comme des partenaires. Et donc, ces programmes d'éducation thérapeutique sont véritablement un moyen de pouvoir vous mettre au contact de ces professionnels de santé et de leur apporter des services qui sont intéressants, puisque ce sont des services qui vont leur permettre de faciliter leur pratique, d'apporter des services à leurs patients et donc de faciliter la prise en charge de leurs patients. Et souvent, les professionnels de santé, quand vous travaillez avec eux, vous indiquent et nous indiquent qu'ils cherchent à avoir des services qui leur font gagner du temps, qui leur permettent d'améliorer la prise en charge de leurs patients et qui leur permettent justement de pouvoir faciliter le suivi de ces patients sur du long terme. Et les programmes d'éducation thérapeutique sont véritablement un moyen d'améliorer cette prise en charge. Ça va aussi vous permettre d'améliorer votre image auprès des associations de patients. Souvent, effectivement, vous souhaitez collaborer avec les professionnels de santé, mais les associations de patients sont aussi des interlocuteurs de référence qui vont vous permettre de mieux comprendre la maladie et justement les moments clés de la maladie dans le cadre, en tout cas dans l'ambition d'améliorer cette observance. Souvent, on travaille avec les professionnels de santé qui ont un prisme de vue qui est quand même très orienté sur les traitements et la pathologie. Et travailler avec les associations de patients, ça vous permet d'avoir une visualisation des informations concernant le prisme du vécu, concernant le prisme des difficultés. Et c'est véritablement important puisque dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique, vous allez définir des thématiques que vous allez aborder dans le cadre de ce programme d'éducation thérapeutique. Et ces thématiques sont souvent le cumul des aspects prise en charge thérapeutique, mais aussi comment répondre et comment solutionner, comment améliorer la qualité de vie des patients, la satisfaction des patients et les moments clés où il peut y avoir justement des ruptures dans le parcours de soins ou dans leur prise en charge. Donc, ça vous permet de collaborer et d'interagir avec l'ensemble de l'écosystème sans, encore une fois, travailler sur la rédaction des programmes, sur la mise en œuvre des contenus de ces programmes, mais par contre, d'avoir des feedbacks, des informations qui vont vous permettre de mieux comprendre les attentes justement de cet écosystème. Ça va vous permettre de recueillir des informations, c'est ce qu'on vient d'évoquer, sur la prise en charge de vos patients cibles. On évoquait il y a quelques secondes les moments de rupture dans le parcours de soins. Ça va vous permettre de mieux appréhender pourquoi est-ce que potentiellement un patient a une interruption dans la prise de son traitement. Je vous évoque un cas que les personnes qui travaillent en oncologie maîtrisent très très bien. C'est de plus en plus, on a développé des traitements anticancéreux oraux et on se rend compte que souvent, étant donné que ce sont des traitements anticancéreux oraux qui sont pris à domicile, les patients potentiellement peuvent les arrêter. Alors souvent pour des causes d'effets indésirables, mais aussi parce qu'il n'y a plus véritablement de suivi hospitalier ou en tout cas la prise en charge ne se fait plus exclusivement à l'hôpital, donc à domicile. Comprendre toutes les raisons qui font qu'au domicile, potentiellement, on ne prend pas son traitement sont importantes. Il n'y a pas que les effets indésirables, il peut y avoir aussi d'autres effets. Le fait de dire on ne veut pas être stigmatisé lorsqu'on est potentiellement avec des amis, on ne veut pas avoir des traitements ou alors on oublie tout simplement de prendre des traitements à heure fixe. Donc tout ça va vous permettre véritablement de mieux recueillir des informations et ça va donc vous permettre de bien comprendre tous les points problématiques concernant la prise de traitement et le bon usage de ce traitement. Alors, petit point de focus, vous l'avez clairement identifié, on l'a écrit en gris, mais voilà, on a des points d'attention, c'est que potentiellement, on touche à des problématiques de pharmacovigilance à partir du moment où on commence à avoir des feedbacks concernant des éventuels effets indésirables, des éventuels défauts de qualité de vos produits. Alors, on va quand même faire plutôt le focus sur les effets indésirables que sur les défauts de qualité qui, normalement, doivent intervenir de manière très rare. Modalité de mise en œuvre.
Alors, comment on met en œuvre un programme de TP? Donc, le programme de TP, il a une structure qui est vraiment très définie. Il doit être rédigé par un groupe multidisciplinaire incluant des patients, en tout cas des représentants de patients et leurs proches. Ici, quand on parle de groupe multidisciplinaire, on parle donc des professionnels de santé, de professionnels de santé, comme le citait Ronan précédemment. Il doit être fondé sur des recommandations professionnelles scientifiques et suit un cahier des charges vraiment très précis, puisque un dossier doit être constitué présentant vraiment le programme, le sommaire, les différentes étapes pour être admis en tant que programme de TP. Il doit prendre également en compte les textes, les décrets, les arrêtés ainsi que les recommandations professionnelles en vigueur en France. Ça veut dire que c'est très encadré, c'est un dossier, c'est très long, entre guillemets, à mettre en place. En tout cas, c'est complet. Mais ce n'est pas vous qui allez le porter, comme on l'a dit précédemment. Ça va être porté du coup par les professionnels de santé, les usagers, les patients experts. Donc, on est vraiment sur quelque chose de complexe, mais qui du coup, vous, en tant que financeur, ça ne va pas être un projet chronophage pour les équipes, puisque tout ce côté administratif, entre guillemets, va être porté par les professionnels de santé et les usagers. Petit point quand même de focus, on cite les patients experts, c'est qu'aujourd'hui, il y a une obligation réglementaire qui fait que les personnes qui mettent en œuvre un programme d'éducation thérapeutique doivent avoir elles-mêmes une formation à l'éducation thérapeutique au moins de 40 heures. Et quand on parle de patients experts, ce sont des personnes, donc des patients qui ont bénéficié justement de ces 40 heures de formation à l'éducation thérapeutique du patient. C'est ça, c'est pas n'importe quel patient qui peut être inclus dans la création d'un programme de TP. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a des diplômes qui permettent justement de former au métier ou en tout cas à la fonction de patient expert. Du coup, ce programme, comment il est constitué? On va avoir d'abord une évaluation des connaissances du patient avec un professionnel de santé. C'est important d'avoir avec le professionnel de santé parce qu'on n'est pas sur du e-learning ou autre pour le patient où on le laisse, entre guillemets, se connecter à une plateforme, faire sa formation et ça s'arrête là. Non, le patient va réellement être accompagné par un professionnel de santé dans les différentes étapes du programme d'éducation thérapeutique. Donc, ça commence par cette évaluation des connaissances, puis on va avoir des activités d'éducation thérapeutique, que ce soit en présentiel, par des ateliers, ça peut être des ateliers de discussion, de parole, ça peut être des cours de cuisine lorsqu'il y a des règles d'hygiène à développer, ça peut être des programmes d'activité physique également, qui peuvent être intégrés au sein d'activités d'éducation thérapeutique, ou en distanciel, par le biais justement de petits modules de formation, où du coup ça va venir étayer ou approfondir les connaissances à développer. Et ensuite, une fois que toutes les activités d'éducation thérapeutique vont être réalisées et finalisées, on va pouvoir évaluer les acquis, toujours avec un professionnel de santé, pour justement vérifier que les acquis ont bien été faits. On a une question, je te laisse terminer, ensuite on répondra à la question sur le chat. Donc là, on est vraiment sur les modalités de mise en œuvre. Donc effectivement, vous, en tant qu'industriel, vous n'allez pas pouvoir participer à ces différentes étapes, mais c'est intéressant et important de les savoir parce que c'est ici que vous allez pouvoir aussi avoir les inputs et savoir comment se déroule le programme et qu'est-ce qui est dit et comment va être construit avec quel type d'activité ce programme-là. Alors, la question, en fin de compte, c'est quels sont les prérequis obligatoires pour être un patient expert? Alors, petit 1, il faut être un patient. Petit 2, il faut avoir été formé, en fin de compte, à sa pathologie. Et au-delà d'avoir été formé à sa pathologie, il faut avoir suivi un diplôme qui va vous permettre justement d'être certifié comme patient expert. Et enfin, pour pouvoir accompagner un programme ETP, comme on vient de l'indiquer, il faut avoir suivi cette formation à l'éducation thérapeutique des patients qui doit être de 40 heures. Vous ne pouvez pas contracter directement avec un patient expert, il va falloir contracter avec un patient expert par le biais de la contractualisation avec une association de patients agréée. Et j'insiste sur le terme d'agréé, c'est qu'aujourd'hui, toutes les associations de patients ne sont pas agréées. Donc, l'agrément est décerné par l'État et vous pouvez contractualiser avec l'association de patients qui, elle, va vous mettre en relation avec des patients experts. Alors, on continue. On va vous présenter un exemple d'un programme d'éducation thérapeutique sur lequel nous avons été sollicités par un professeur hospitalier. C'est un programme qui visait à accompagner la prise en charge d'une maladie génétique rare dont l'incidence est de 3,9 pour 100 000 patients. Donc, c'est véritablement une incidence très faible et donc une maladie pour le coup très rare.
Le fait est qu'aujourd'hui, il y avait un véritable enjeu de bonne compréhension par les patients et aussi par leurs proches de toutes les complications médicales, de toutes les comorbidités et de la nécessité de bien assurer son suivi médical de cette maladie et de toute la prise en charge et de toute l'observance, non seulement thérapeutique, mais aussi hygiéno-diététique, pour pouvoir améliorer d'une part son observance, mais aussi et surtout leur qualité de vie. Et la problématique majeure, c'est qu'il n'y a aucun programme collectif d'éducation thérapeutique permettant de former ni les patients, ni on a mis les parents de patients, parce que c'est une pathologie qui se déclare souvent très jeune, les parents de patients, mais plus globalement les aidants. Les enjeux qui étaient portés dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme d'éducation thérapeutique du patient, c'était d'améliorer les compétences de sécurité parce que certains événements indésirables, alors non pas effets indésirables, mais certains événements indésirables de la maladie pouvaient véritablement entraîner des complications qui pouvaient amener soit à une hospitalisation, voire dans certains cas potentiellement à la mort du patient. Et donc, il était important de former le patient et ou ses aidants à la connaissance, à l'identification précoce de ces complications qui permettaient d'engager une action. Des compétences bien évidemment cognitives sur la pathologie et sur toutes les atteintes concernant la personne et son intégrité physique justement de cette pathologie, des compétences d'auto-soin qui sont un des premiers leitmotifs de la mise en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique, et des compétences psycho-affectives, et là on est vraiment dans les compétences d'adaptation pour mieux gérer cette maladie dans son quotidien, puisque cette maladie bien évidemment atteint le quotidien des patients qui la vivent. On a proposé un serious game qui était à la recherche de Mr. X. L'ambition, c'était justement d'identifier le profil d'un patient type qui c'était la fin, et l'ambition, c'était de pouvoir justement identifier tous les signes cliniques et de savoir comment réagir à ces signes cliniques pour pouvoir justement identifier Mr. X. Donc, sur base de jeux qui sont très connus comme le Cluedo, le Qui est, ou alors un peu moins connu, les Mystères de Pékin, un jeu d'enquête qui vous amène à rencontrer des intervenants qui sont des témoins, qui vont fournir des indices, et ces indices fournissaient des informations sur la maladie, sur les traitements ou sur les règles hygiéno-diététiques à suivre, par le biais d'enquêtes formalisées sous forme de quiz. Ce Serious Game prend forme sous forme d'un jeu de plateau, et on a proposé en plus le fait que chaque lancer de dés qui permettait d'accéder aux différents lieux du Serious Game, qui sont les lieux du parcours de soins, permettent d'avoir des informations complémentaires et pédagogiques sur la maladie qui vont au-delà des indications, des informations qui servent l'identification de Mr. X. Et à la fin, lorsque le joueur a identifié tous les suspects, il va pouvoir indiquer celui qu'il pense être Mr. X, et Mr. X étant soit un patient qui est atteint de cette maladie génétique rare, soit justement une personne qui n'était pas atteinte de la maladie génétique rare parmi l'ensemble des suspects. C'est une proposition qui est respectueuse des prérequis réglementaires en termes d'éducation thérapeutique, puisqu'il y avait l'évaluation préalable des connaissances. Et l'évaluation préalable des connaissances, c'est important puisque c'est ce qu'on appelle le bilan éducatif partagé entre le patient et ou ses aidants et le professionnel de santé, médecin, prescripteur, pour pouvoir justement savoir à partir d'où est-ce qu'on débute, pour pouvoir identifier les compétences et les connaissances clés qu'il faut développer dans le cadre de ce programme d'éducation thérapeutique du patient. C'est deuxièmement un dispositif qui permet une prescription par les médecins des modules de connaissances à réaliser. Et on insiste, puisqu'aujourd'hui, on ne l'a pas évoqué précédemment, mais un programme d'ETP doit être prescrit, en tout cas, les modules de connaissances doivent être clairement indiqués et ça doit être un programme personnalisé qui doit être proposé à chacun des patients. Et donc, cette prescription par les médecins, donc prescription des modules de connaissances, était nécessaire et indispensable dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme d'éducation thérapeutique. Et enfin, un rendez-vous de restitution, une interaction entre le médecin et le patient a posteriori, comme l'a évoqué Charlotte, qui était l'étape end, pour pouvoir évaluer les acquis, les compétences donc acquises, les connaissances acquises et l'évolution par rapport au dispositif, à l'évaluation initiale du bilan éducatif partagé.
Du coup, en conclusion, on a vraiment noté quelques points. On voit que les industriels de santé, vous ne pouvez pas participer, entre guillemets, à la mise en place concrète d'un projet d'ETP, mais en revanche, vous pouvez être présent en tant que financeur. Les ETP sont portés par des professionnels de santé, des représentants d'usagers, et ce qui vous permettrait d'être au cœur de l'écosystème que vous souhaitez habituellement toucher et cibler. Les ARS poussent à la mise en place de ces programmes, et un autre point intéressant, on s'entend, l'augmentation du nombre de patients chroniques, chaque année plus 5% d'admission de patients ayant une ALD, montre qu'il va y avoir de plus en plus de programmes d'ETP et que c'est de l'investissement, entre guillemets, sur du long terme. Du coup, l'idée de comment, entre guillemets, lancer un programme d'ETP, pour répondre à cette question, ça va être vraiment de rencontrer des professionnels de santé pour les accompagner d'un point de vue financier sur le déploiement et la mise en place de ce programme-là. On en parlait tout à l'heure, c'est un acte, un sujet de communication de notoriété. L'idée, ça va être vraiment de montrer votre laboratoire et être sur un échange avec les professionnels de santé pour améliorer l'image et la notoriété du laboratoire et du coup de vous, industriels de santé. Et puis, c'est vrai qu'en plus, vous cherchez souvent des idées pour pouvoir avoir des projets à proposer aux professionnels de santé pour améliorer vos collaborations. Et ces programmes de TP sont véritablement un moyen de pouvoir les adresser facilement. D'autre part, on a évoqué très succinctement les financements. On a évoqué que vous pouviez être des financeurs, mais c'est vrai qu'il y a une problématique majeure aujourd'hui de financement, puisque le financement réglementaire, c'est de 250 € par patient. Donc, c'est vrai que ce n'est pas avec le financement qui est octroyé par les pouvoirs publics que ces programmes d'éducation thérapeutique peuvent se mettre en place. Donc, Charlotte vient de l'évoquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On a un peu débordé, je pense, comme d'habitude, par rapport aux 20 minutes qu'on prévoit pour pouvoir faire la présentation du sujet. Mais il nous reste encore quelques minutes avant que vous n'abordiez votre journée dès 9h30 ou peut-être cette dernière journée avant les vacances pour certains d'entre vous. Si vous n'avez pas de questions, c'est que tout était clair et qu'on a réussi en 20 minutes à traverser le sujet. En 25 minutes. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions que vous souhaitez poser a posteriori, puisque parfois certains n'osent pas toujours poser leurs questions, n'hésitez pas à nous envoyer des emails. Vous avez nos coordonnées email. Vous avez encore reçu un email ce matin, juste avant l'événement, avec mon email et puis celui de Charlotte en copie. N'hésitez pas. On vous enverra aussi le replay pour ceux qui le souhaitent. Et puis, on pourra vous partager des documents, notamment le rapport JACA qui est très riche en enseignements sur la mise en œuvre de programmes d'éducation thérapeutique. Merci encore une fois à toutes et à tous de votre participation à ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir le replay où on vous l'enverra à toutes et à tous. On vous souhaite une très belle journée. Pour ceux pour lesquels c'est la dernière journée avant les vacances, on vous souhaite de bonnes vacances et je m'arrête là, je pourrais faire des monologues pendant de longues heures. Merci encore à toutes et à tous. Très bonne journée, au revoir. Bonne journée.